En Russie, l'exploitation expérimentale du combustible innovant à base de pétrole solide pour les réacteurs nucléaires a commencé, ce qui était devenu une lueur d'espoir au bout du tunnel dans le contexte de la crise énergétique mondiale qui a débuté. Comment les Russes ont-ils encore réussi à tout prévoir et à faire un coup décisif, alors que d'autres pays se battent pour les hydrocarbures et les routes d'approvisionnement ? Nous parlerons également du nouveau héros de la semaine dans notre émission d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Au chantier naval de Srednenevsky, le 4e catamaran à passagers du projet 04710 a été mis à l'eau. 3 crabiers du projet 0341 ont été mis sur cale au chantier naval de réparation de Nakoutkinsky. Les essais du châssis du bogie moteur du premier train électrique à grande vitesse russe sont terminés. Au Institut Kourtchatov, Centre national de recherche, les essais du prototype de moteur à plasma pour les vols dans l'espace lointain ont commencé. À l'usine aéronautique de Komsomolsk, l'atelier de galvanoplastie a été modernisé. Le complexe sidérurgique de Tcherepovets a lancé un nouveau complexe de fonderie. À Tcheliabinsk, la production en série de machines de compactage de neige a commencé et une ligne de production de pièces de carter pour turbines a été lancée. Dans la région de Sverdlovsk, une production d'outils pour machines à commande numérique a été ouverte. Dans la région de Moscou, il y a une grande production de carton et un complexe d'élevage. À la suite de la guerre contre l'Iran et du blocus du détroit d'Ormuz, une grande partie du monde a pris conscience de sa dépendance critique aux livraisons de pétrole et de gaz. Et ce qu'on appelle l'énergie verte, malgré des investissements colossaux accumulés, n'est pas capable de compenser entièrement la perte des hydrocarbures. Et même si la situation se normalisait miraculeusement dès aujourd'hui, la crise énergétique continuerait de limiter le développement et l'économie pendant longtemps. Étonnamment, l'histoire ne semble rien apprendre à personne. Dans les années 70 du siècle dernier, nous avons déjà vu tout cela. L'embargo pétrolier, puis la flambée des prix et la totale vulnérabilité des pays acheteurs, surtout en Europe. Cependant, à l'époque, certains États, en particulier la France, qui dépendait des importations d'hydrocarbures étrangers aux 3/4, ont fait le bon choix en misant sur l'énergie nucléaire. À la suite d'un vaste programme, en quelques années, les Français ont construit des dizaines de réacteurs, devenant ainsi le leader européen du nucléaire. Aujourd'hui, un tel rythme n'est même plus envisageable pour personne. D'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon ont également réalisé un bond dans les technologies nucléaires, et la logique de ces actions était claire pour tout le monde. Le combustible nucléaire ne nécessite pas de livraison quotidienne. Il peut être stocké sur le territoire national et utilisé de manière stable et prévisible dans les centrales nucléaires, réduisant ainsi la dépendance aussi bien au prix qu'au blocage des routes et aux crises politiques. Cependant, le vaccin des années 70 a fini par perdre de son efficacité et l'industrie nucléaire a été sacrifiée au profit de l'énergie verte. Presque partout, mais heureusement pas en Russie. La Russie, malgré l'effondrement de l'URSS, des décennies difficiles, des crises, puis des sanctions totales. Non seulement elle n'a pas renoncé à préserver son industrie nucléaire, alors que presque personne n'y croyait, mais elle a aussi continué à la développer obstinément. Le résultat a dépassé toutes les attentes. La société d'État Rosatom est devenue le leader mondial des réacteurs nucléaires en construction à l'étranger, tandis que les concurrents occidentaux sont tombés en déclin. Mais le plus important, c'est que les spécialistes russes ont su anticiper et se sont demandé « Que se passera-t-il lorsque le monde se souviendra à nouveau de l'énergie nucléaire et commencera à construire massivement de nouvelles centrales nucléaires ?» La réponse était inquiétante. Il n'y aura pas assez d'uranium pour tout le monde et l'augmentation du volume des déchets nucléaires deviendra un problème sérieux. Prévoyant cela, nous avons commencé à construire notre énergie du futur, dans laquelle des types spéciaux de combustible nucléaire pourraient en être utilisés à plusieurs reprises dans des réacteurs spéciaux, et les déchets déjà accumulés sur la planète deviendraient des matières premières pour les centrales nucléaires en activité. Cela permettra d'économiser l'uranium précieux et d'éviter que la planète ne devienne une décharge radioactive. Nous n'allons pas vous fatiguer avec les détails du travail, de nombreuses étapes ont déjà été décrites dans nos précédentes émissions.
Nous allons seulement vous parler de la dernière réalisation importante, ce fameux pétrole solide qui a été chargé dans le réacteur cette semaine. Cette semaine, sur le premier bloc énergétique de la centrale nucléaire de Balakovo, de nouvelles assemblages de combustibles, comprenant notamment le combustible innovant MOX à base d'uranium et de plutonium, ont été chargés pour la première fois dans le réacteur VVR 1000. Sa particularité réside dans le fait qu'il contient de l'uranium appauvri, qui est un sous-produit de l'enrichissement et qui s'est accumulé en quantité énorme. Auparavant, on pensait qu'il ne pouvait être utilisé que dans des réacteurs à neutrons rapides. La Russie, à la suite de nombreuses années d'expérimentation, l'a prouvé dans la pratique. En janvier 2026, le réacteur BN 800 a été entièrement converti au combustible MOX, ce qui a constitué une avancée mondiale. À présent, nous avons franchi une nouvelle étape importante. Nous avons partiellement chargé un réacteur thermique avec ce type de combustible. C'est important car la plupart des réacteurs mondiaux, y compris en Russie, sont thermiques. Si l'exploitation expérimentale réussit, nous utiliserons aussi le combustible MOX dans les nouveaux réacteurs. Le réacteur VVR 1200, ce qui entraînera une réduction de la consommation d'uranium naturel de plus de 20%. Rien que cela pourrait déjà devenir une bouée de sauvetage pour le secteur énergétique mondial. Parce que, comme cela avait été prédit, tout le monde a voulu développer ses propres centrales nucléaires, mais le marché de l'uranium n'est pas prêt à satisfaire la demande croissante. Mais ce n'est pas tout. La Russie continue aussi à développer d'autres types de combustibles de type REMIX. L'objectif stratégique est de créer un système énergétique nucléaire à deux composants, dans lequel des réacteurs rapides et thermiques fonctionnent en cycle fermé du combustible, et le combustible usé de certaines installations devient la matière première pour le nouveau combustible d'autres réacteurs. Cela permettra de rendre la base énergétique de l'humanité pratiquement illimitée, et nous avançons avec beaucoup de succès dans cette direction, alors que d'autres commencent seulement à prendre conscience de ce qui se passe. Lors du récent sommet sur l'énergie nucléaire à Paris, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié l'abandon de l'énergie nucléaire par l'Europe d'erreur stratégique. Il est intéressant de se demander si quelqu'un se souviendra que c'est justement elle, alors qu'elle était ministre dans le gouvernement allemand en 2011, qui a contribué à la décision d'abandonner l'énergie nucléaire. L'histoire n'apprend rien à personne, car personne ne s'en souvient. Cependant, aujourd'hui, le pays pousse à nouveau l'Europe à s'agiter. Désormais, l'Italie, la Belgique, la Grèce, la Suède, le Royaume-Uni et quelques autres pays lèvent en urgence les anciennes interdictions et réfléchissent à la manière d'attirer les investisseurs. Le problème, c'est que leurs centrales nucléaires existantes sont très obsolètes, que l'Occident a perdu l'habitude d'en construire de nouvelles et que la bureaucratie ne laisse aucune chance à un progrès aussi rapide que dans les années 80 du siècle dernier. Il ne s'agit pas seulement de construire des centrales, mais aussi de la chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire et de la gestion des déchets. Sur cette question, toutes les routes mènent à nouveau vers la Russie, qui n'a pas perdu de temps et a renforcé son secteur, devenant ainsi le leader mondial. La renaissance du nucléaire avait commencé bien avant la guerre actuelle contre l'Iran, et maintenant elle ne fait que s'accélérer. La Russie y est mieux préparée que quiconque, et cela est un facteur politique qu'on ne pourra pas ignorer. Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette réussite, et nous vous souhaitons de nouvelles victoires. Ensuite, l'annonce et l'histoire du sauvetage. Pendant plusieurs semaines d'affilée, le sous-marin russe du projet 941 Akula et deux sous-marins polyvalents de la direction principale des recherches en eau profonde ont mené une mission secrète dans les eaux britanniques. Selon la déclaration du ministre de la Défense britannique John Hill, ils opérèrent dans la zone de passage des câbles de communication internationaux et pouvaient y installer des dispositifs explosifs ou d'espionnage. Quoi qu'il en soit, la flotte britannique, avec le soutien de la flotte norvégienne, n'a pas pu l'en empêcher et s'est contentée d'observer silencieusement ce qui se passait à une distance respectable. En général, la flotte russe a commencé à agir de manière nettement plus déterminée depuis cette semaine. Nos navires de guerre escortaient ouvertement des pétroliers sous sanction à travers la Manche, et personne n'a osé leur barrer la route. Ce n'est qu'un début, il y en aura d'autres.
Toute la flotte marchande travaillant avec la Russie, conformément à la décision du gouvernement, sera bientôt transférée sous notre pavillon, et ce qu'on appelle la flotte de l'ombre cessera pratiquement d'exister. Et cela est une conséquence directe des changements mondiaux qui se produisent actuellement dans le monde, y compris en lien avec le conflit iranien.